Le temps qu'on attende les dernières personnes qui vont suivre cette session, je voulais juste savoir un petit peu ce que vous faites, vous, non pas moi. Euh, qui c'est qui est un développeur typiquement ici? Levez votre main. Ok, beaucoup de monde. Est-ce qu'on a des designers? Ouais, on a un designer. Bien. C'est un bon ratio. Et est-ce qu'on a des product managers, product owners? Ok, très bien. C'est vous que je vais essayer de convaincre vraiment. Mais du coup, c'est une leçon qui s'applique à tous. Ok, on va encore attendre un petit peu, mais pas trop non plus, parce que j'ai un challenge. C'est un talk que normalement que je fais en 40 minutes, et aujourd'hui je vais le faire en 20, plus des questions. Donc on va devoir un petit peu passer beaucoup de temps, beaucoup moins de temps sur les slides. Euh, il est 45, je pense que je vais essayer de pas trop tarder encore une fois pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Du coup, aujourd'hui, déjà, merci à vous tous d'être venus. Je sais que c'est la fin de la journée, il n'y a plus beaucoup d'énergie, il y a plein de raisons, il y a plein de bons talks. Donc, pourquoi aller voir un truc sur l'accessibilité? C'est ce truc-là un peu chiant. Euh, et du coup, aujourd'hui, on va parler de tips et astuces pour créer une application en prenant en charge différents handicaps. Avant de parler vraiment du sujet, je vais me présenter parce que vous ne devriez pas prendre des conseils de n'importe qui, simplement. Donc du coup, je m'appelle Enzo Conti, je suis CTO dans une société qui s'appelle EasyMob. On est basé à Paris, on fait des systèmes de navigation pour les personnes en situation de handicap, que ce soit handicap cognitif, handicap visuel et handicap moteur. Et du coup, je suis le président du GDG, le Google Developer Group de Bordeaux, parce que je suis bordelais, et également du Flutter Meetup Group Bordeaux, toujours, parce que je suis toujours bordelais. Et je suis également un GDE, donc Google Developer Expert, c'est écrit sur le t-shirt, Flutter et Dart, donc c'est une reconnaissance. Si vous voulez en savoir plus sur ces programmes-là, on pourra en parler après la session. Et vous avez également mon socials. Vous allez voir cette petite oiseau bleu un peu partout, parce que c'est un talk que je fais également pour les sessions Flutter. Donc je ne sais pas si vous faites du Flutter, probablement pas. Ok, une personne, trop bien, bravo. Mais ce talk, il est quand même vraiment transverse, donc vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur plein de choses. Du coup, je vous ai fait un petit agenda. L'agenda, il est très simple. On va parler, de qu'est-ce que c'est l'accessibilité. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est l'accessibilité? Oui, non, non. Tout le monde sait ce que c'est? Trop bien, vous êtes déjà des experts. Ensuite, on va parler des formes de handicap. On va parler de ma catégorie préférée, démystifions l'accessibilité. On va un petit peu voir ce que j'ai entendu de certains project managers, certaines personnes, etc. Et on va essayer de démystifier ça. Et ensuite, on va parler des solutions. Vous allez voir, les trois premiers points sont vraiment rapides et le quatrième l'est pas. Euh, donc, on va pouvoir tout de suite commencer avec qu'est-ce que l'accessibilité? Il y a vraiment personne qui sait pas ce que c'est l'accessibilité, parce que sinon vous allez être perdu sur tout le reste du talk. Non, très bien, super. Je vais quand même mettre une petite slide parce que je l'ai déjà mise et c'est trop tard. Mais du coup, l'accessibilité, c'est quoi? D'après Wikipédia, on nous dit que l'accessibilité, c'est rendre accessibles les contenus et les services par les personnes handicapées et plus généralement par tous les utilisateurs. Donc si vous avez suivi, il vaut mieux lire parce que j'ai bégayé un petit peu. Mais globalement, la chose à retenir et ce qui est super important dans cette phrase-là, c'est que c'est plus généralement par tout utilisateur. Ça veut dire que, quand on fait l'activité, on ne fait pas l'activité pour les personnes handicapées, on ne fait pas les handicapés pour une certaine gamme de personnes. On fait l'activité pour tout le monde, parce que les principes de l'activité, ça, c'est pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Ça va être des principes logiques. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont très logiques, c'est du bon sens, mais pourtant, même si c'est du bon sens, c'est pas appliqué dans beaucoup de projets. Ok, on passe à la section 2. Je vous ai dit, c'est les rapides, les premières sections. Donc, les formes d'handicap. Pour les différentes formes de handicap, on va voir du coup les handicaps sensoriels. Les handicaps sensoriels, ça va être tout ce qui va être les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Donc là-dessus, il n'y a pas forcément trop de choses à développer. Et on va aussi également voir les personnes non-entendantes et malentendantes. Donc jusque-là, encore une fois, ça se parle par lui-même, c'est assez clair. Voilà, je pense qu'il n'y a personne qui a un problème avec ça. On va aussi également voir les handicaps cognitifs. Donc les handicaps cognitifs, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est dyslexie, tout ce qui est hyperactivité, tout ce qui est trouble du déficit d'attention. Bien sûr, mes livres ne sont absolument pas exhaustifs, il y en a énormément, mais on va parler de cela sur cette présentation-là, sinon on est là jusqu'à la semaine prochaine, évidemment. On va également parler de handicap de mobilité. Donc on parle de PMR, personnes à mobilité réduite, et temporaire. Temporaire, est-ce qu'il y a une idée, quelqu'un qui a une idée de ce que c'est? Ouais. Se casser un bras, parfait, voilà, vous allez au ski, vous vous cassez une jambe, et bien maintenant vous êtes pareil, vous avez soit des béquilles, soit vous êtes en chaise roulante, du coup vous êtes théoriquement handicapé de façon temporaire.
Ok, on va parler des mensonges sur l'accessibilité. Comme je l'ai dit, c'est ma partie préférée. On va voir un petit peu des choses que j'ai entendues, puisque du coup, j'ai oublié de dire, mais j'ai travaillé pour beaucoup de sociétés. Avant d'être CTO, j'ai fait 7 ans de freelance. Et en 7 ans de freelance, j'ai eu énormément de choses qu'on m'a dit quand j'ai essayé de confronter ma vision de l'accessibilité à des product managers, des product owners, des développeurs, des designers même. Donc on va voir un petit peu ce qu'on m'a dit. On m'a dit très souvent, très souvent, c'est pour seulement quelques utilisateurs. Et ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on l'a vu que en fait, l'accessibilité, c'est pour tout le monde, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Donc, s'il y a un principe, ça s'applique à tout le monde, c'est pas pour quelques utilisateurs. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que on a l'OMS, donc WHO en anglais, WHO. Donc on a l'OMS qui nous dit qu'à peu près 15% de la population mondiale a une sorte de déficience, donc que ce soit une déficience visuelle, moteur, déficience de tout type. Et du coup, 15% de la population, alors encore une fois, j'ai fait ces slides il y a un petit moment, donc ça a dû augmenter, mais 15% de la population à ce moment-là, ça faisait 1,183,200,000. Donc, est-ce que, et c'est ça la question, est-ce que vous rejetez ce nombre d'utilisateurs? Moi, j'ai un peu de mal avec les gros chiffres comme ça. Donc 1,2 milliard, qu'est-ce que ça représente? Ça représente à peu près 3,5 fois les États-Unis, la population entière. Ou 17 fois la France. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez vous permettre, vous, en tant que développeur, product owner, designer, de dire « Ok, j'ai pas envie de 17 fois la France en termes d'utilisateurs ou de 3,5 fois les États-Unis en termes d'utilisateurs ». Je pense que non. Je pense que tout le monde serait content si on avait autant d'utilisateurs. Un autre des mensonges qu'on me dit souvent, c'est on me dit mon produit est trop compliqué pour être accessible. Ça, je l'ai souvent entendu quand je travaillais pour des banques, pour des assurances, pour des choses comme ça. On m'a souvent dit ouais non, le produit il est trop compliqué, on pourra jamais faire l'accessibilité là-dessus, c'est pas fait pour. Et ce à quoi je réponds assez sèchement, en fait ton produit il est simplement mal conçu. Il n'est pas trop compliqué, il est juste mal conçu à la base, parce que ce que vous dites, c'est qu'en fait vous avez maintenant un produit qui est complexe parce que vous ne l'avez jamais rendu accessible à la base. Et du coup, à ce moment-là, oui, on a des problèmes parce qu'il faut rendre du coup l'entièreté des interfaces, un rework entier, etc. Ça coûte cher, c'est beaucoup de choses. Je viens de spoiler un peu la prochaine, je crois. Non, pas encore. On m'a dit également souvent, pour avoir un produit accessible, il faut qu'il soit moche. Et ça, je pense, c'est surtout un truc français parce qu'on est habitué aussi des impôts, on est habitué à ce genre de site-là, et on se dit, waouh, là, on est reparti dans les 90, c'est pas possible, c'est une folie. Et là-dessus, je vais vous montrer le petit exemple de Amazon. Donc Amazon, ils ont un logo qu'ils ont fait en 1998. Donc ça, c'est le logo en 1998. Et en tant que personne qui est entre parenthèses apte, j'aime pas ce mot-là, mais personne apte, du coup, je vois très bien que c'est un A. Mais imaginez maintenant que vous êtes malvoyant. Imaginez que vous avez, il y a énormément de troubles de visuels, que ce soit par exemple avoir une tâche visuelle, que ce soit être juste malvoyant, etc. Imaginez que maintenant vous avez ce problème-là. Est-ce que vous reconnaîtrez que c'est un A? C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. On a également du coup le site de Amazon en 2005. Ouais, en 2005. C'est dur. Hein. En 2005, on avait des iPhones, je vous rappelle. Hein, on avait déjà des iPhones. Et on se tapait ça sur Amazon. Et à un moment, ils se sont dit, et si on était accessible? Et du coup, maintenant, aujourd'hui, on a ça. Et ça, c'est beaucoup plus accessible. On a le A de Amazon, on le connaît avec le petit sourire, celui que vous recevez sur une petite boîte chez vous. Ça, c'est super bien. Et on a également, du coup, le site qui est beaucoup plus accessible. On voit directement maintenant qu'est-ce qui est un bouton, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est un menu, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste une façon de délivrer l'information qui est rendue beaucoup plus propre et qui nous permet en fait maintenant de dire que c'est beaucoup plus visuellement instinctif de savoir qu'est-ce qui est un bouton, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc tout ça pour dire que essayez pas de réinventer la roue, inspirez-vous des fois des géants parce que du coup ils ont quand même des fois des bonnes idées. Voilà. J'avais une autre slide, mais je l'ai perdue, c'est pas grave. J'avais une autre slide qui me disait comme quoi, l'un des autres trucs qu'on me disait souvent, c'est comme quoi c'est très cher. Et c'est très cher, pourquoi? Parce qu'en général, vous y prenez super tard. Vous faites un produit entier, vous le shippez, et après, on vous dit, il faut tout rendre accessible. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais en fait, il faut tout refaire. Bah ouais, mais si vous y avez pensé dès le début, alors à ce moment, ça ne coûte pas plus cher. Parce que du coup, vous faites le développement dès le début en étant accessible. Et vous n'êtes pas obligé de le refaire une seconde fois
pour le rendre accessible. Et du coup, ça c'est un truc que des fois, il y a certaines personnes qui ont un peu de mal à comprendre. Du coup, les solutions. Les solutions, comme je dis, c'est la partie la plus longue. Pourquoi ? Parce que c'est pas aussi simple que de faire un package. Bon, là j'ai mis un Flutter Pub, c'est le NPM du JavaScript. Mais il suffit pas simplement de mettre un package et dire pouf, tout est bon, tout est parfait, il n'y a pas de solution unique. Et vu qu'il n'y a pas de solution unique, qu'est-ce qu'on a ? On a un ensemble de solutions. Donc cet ensemble de solutions-là, ce que je vous propose, c'est de repartir voir nos différentes catégories, donc toutes les catégories qu'on a pu voir, et d'en parler cas par cas et voir ce qu'on peut faire pour chacun d'entre eux. Du coup, dans les handicaps sensoriels, on avait les non-voyants et les malvoyants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? En général, eux, c'est ceux dont on parle le plus, donc j'imagine que vous avez déjà quelques idées. Ce qu'on peut faire déjà, c'est avoir une taille de police d'écriture et des composants qui est modulable. Il y a beaucoup de sites qui ne le font pas, ou des applications mobiles. Enfin, là, je fais des applications mobiles parce que je suis des mobiles, mais encore une fois, c'est pareil pour les sites, c'est pareil pour applications desktop, applications pour ce que vous voulez. Mais il y a énormément de devices qui ne permettent pas en fait le changement de police. Typiquement, si vous allez à la banque, vous allez retirer des sous, des interfaces, il y a un 90% de chances que vous ne pouvez pas changer la police d'écriture. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que déjà, c'est pas accessible. Mais en plus de ça, si vous le faites, ou si vous le faites de façon mal, entre parenthèses, ce que vous allez avoir un problème, c'est que vous allez avoir vos containers qui vont se superposer. Donc le texte, il va se superposer avec un autre. J'imagine que vous avez tous vu ça. On se rappelle des Skyblogs, machin, etc. C'était un enfer. Du coup, on a ça. Pour calculer la police d'écriture, on a un truc qui est super récent, qui s'appelle le European Accessibility Act, donc le EAA. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler du EAA ? Ouais, quelques personnes. Est-ce que vous êtes venus à la conf pour ça ? Non, rien à voir, ok. Donc l'European Accessibility Act, en une seconde, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une loi européenne qui est appliquée à partir du 28 juin 2025, donc en gros, ça fait une semaine et demie, là, quelque chose comme ça. Et en gros, qui dit que l'Europe va prendre des sanctions contre les grosses sociétés qui ne sont pas accessibles. Et là, du coup, tout de suite, ça fait un peu plus peur. Et bref, du coup, l'Europe, dans ce European Accessibility Act, donc il y aura un lien par la suite si vous voulez le rader. C'est un PDF de 500 pages, c'est très très long. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Et dans les choses qui sont intéressantes, on a exactement ce graphique. Ce graphique qui nous dit quoi ? En gros, qui nous dit quelle est la taille à adapter par rapport à la distance dans laquelle vous lisez ces caractères-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si moi, je prends mon téléphone, je veux lire du contenu sur mon téléphone. Là, mon téléphone, il est à peu près à une vingtaine de centimètres de ma tête. Maintenant, on regarde vingtaine de centimètres, je sais pas, je dis ça au hasard parce que j'ai pas regardé exactement le graphique précisément, mais une vingtaine de centimètres, ça correspond peut-être à une certaine valeur. Maintenant, si je regarde un advertisement, genre une pub sur du coup un panneau géant à Wall Street, du coup, je suis vachement plus loin. Donc, il faut adapter la taille d'écriture. Ça paraît logique, encore une fois. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses logiques dans ce talk. Mais il y a beaucoup de sociétés et il y a plein d'exemples qui ne le font pas. Du coup, il ne faut pas le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi également ? On parle souvent d'avoir un contenu avec un ratio de contraste 4.5 sur 1. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que, en gros, globalement, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Je ne sais pas si on le voit vraiment bien sur les télés, parce qu'encore une fois, les télés ne sont pas forcément incroyables. C'est pas super accessible, vous pouvez le voir. Mais en gros, globalement, il y a certaines couleurs qui ne ressortent pas bien sur d'autres couleurs. Encore une fois, je reprends l'exemple de MSN et Skyblog, etc. Je pense que s'il y a des anciens, des gens anciens, je ne sais pas si anciens que ça, mais s'il y a des gens qui s'en rappellent, on se rappelle certainement, je pense qu'on a tous à un moment plissé les yeux pour savoir ce que était le texte gris sur du noir, et on n'a jamais réussi à savoir. Et en gros, globalement, ce qu'on dit, c'est en gros qu'il faut avoir juste un bon contraste entre le background et le foreground. C'est rien de plus compliqué que ça. Ce qu'on nous dit ici également, c'est du coup d'avoir une police qui est lisible. Hein. On se rappelle encore une fois de MSN. MSN, je pense qu'à un moment, c'était juste incontrôlable, cette chose-là. Et moi, je vous ai parlé d'un truc qui s'appelle 4.5 sur 1. Qu'est-ce que c'est ?
Alors je vous en parler dans une seconde, mais avant ça, je vais vous parler de Colors.co. Colors.co, c'est un site gratuit, il n'y a rien, vous pouvez y aller quand vous voulez, et pouvoir en fait aller regarder si la couleur que vous avez choisie pour votre background, elle est adaptée ou non à votre foreground. Donc typiquement, là je mets une couleur de texte en noir, je mets un background en bleu, et on me dit que là j'ai un score de 8,42 sur 10. Trop bien, c'est bien, bah là ça passe les, on me dit very good, donc je passe les tests, c'est super cool. Mais moi je vous ai parlé d'un truc de 4,5 sur 1. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un truc qui s'appelle WebAIM, ça est fait pour Mozilla, et c'est eux qui ont mis cette norme un peu, etc. Donc ils ont leur propre outil. Globalement, c'est à peu près la même chose. Vous sélectionnez un foreground, vous sélectionnez un background, vous regardez si les tests passent, et derrière, c'est un peu... là, on voit pas super bien, mais on voit la couleur en fait, des tests, et on vous dit si les tests passent suivant différents trucs. Et on parle de WCAG. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que le WCAG? Ouais, ok, trop bien, trop cool. En gros, globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails de WCAG parce qu'il y a plusieurs versions, etc., etc. Mais en gros, WCAG, c'est une règle, en gros, les règles d'accessibilité pour le web, et qui s'appliquent du coup aussi également au mobile, et qui s'appliquent également aussi au desktop. Voilà, mais voilà. Du coup, c'est ça ce qu'on peut faire aussi également pour les personnes que j'ai dit en handicap sensoriel, visuel. Ce qu'on peut aussi également avoir à faire, c'est avoir, oula, j'ai du mal, excusez-moi, c'est aussi la fin de journée pour moi. Ça va être aussi également d'avoir du voice-over, tollback et des sémantiques. Est-ce que ça parle à quelqu'un, voice-over et tollback? Ouais, waouh, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont jamais vu tollback ou voice-over? Ouais, ok, trop bien. Je vais essayer de faire une démo. Voilà, il se passe ce qui se passe. Je sais que j'aurai pas le son. Alors, je fais des trucs. Est-ce que ça marche? Ça ne marche absolument pas. C'est que sur mon téléphone, c'est que sur mon PC. J'annule. J'annule. Euh, En gros, c'est absolument pas accessible ce que je vais faire, mais je vais essayer de faire depuis très très loin. En gros, ce qui se passe, c'est que je vais activer VoiceOver, ce qui est en fait un lecteur d'écran pour les personnes qui sont aveugles, typiquement. Donc imaginez que vous ne voyez pas. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous activez VoiceOver. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je pense que c'est absolument pas lisible, mais il y a un petit carré tout en haut de mon application qui s'appelle VK, qui est un chat, bon, peu importe. Mais en gros, il y a un petit carré. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand je swipe sur la droite, je passe à l'élément suivant. Donc là, je passe sur les applications suivantes. Quand je swipe vers la gauche, je repars sur l'élément précédent. Et par exemple, imaginons je vais ouvrir WhatsApp, je fais un double tap n'importe où sur l'écran et j'ouvre mon WhatsApp. Je ne vais pas aller plus loin sur la démo, et en plus je vais liker mes chats. Mais globalement, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet à des personnes qui sont du coup aveugles de pouvoir utiliser leur téléphone. Si vous les voyez en général, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça lit les éléments. Ça ne fait pas juste simplement les surligner, parce que sinon ce serait complètement inutile. Mais du coup, ça les lit, et pour les lire, du coup, c'est ce que vous voyez généralement chez les personnes aveugles. Donc ce qu'elles écoutent, et elles écoutent quelque chose qui va très très rapidement, parce qu'eux ils ont le son qui vont très rapide, parce qu'ils utilisent ça à longueur de journée. Et du coup, on parle de VoiceOver et Talkback, donc c'est ça. Donc VoiceOver, c'est la version iOS, Talkback, c'est la version Android. Il y a la même chose sur Windows, Mac et Linux. Ça s'appelle souvent, généralement, juste Screen Reader. Mais c'est globalement la même technologie. Et ça se base tous sur quelque chose qui s'appelle les semantics. Donc qu'est-ce que c'est les semantics? Je crois que c'était ma petite démo. Ah ouais, bon, est-ce qu'on peut voir? Ok, on va essayer quelque chose. Bon, je sais pas si c'est très très visible. Bon, c'est pas très grave. Vous verrez plus tard si vous voulez vraiment regarder ce que c'est VoiceOver. Du coup, comment on fait? Parce que du coup, le lecteur d'écran, ce qu'il fait, c'est qu'il lit pas les choses aléatoirement. Il dit pas simplement je pense que c'est une application qui s'appelle WhatsApp, et il s'arrête là. Il a une information. Cette information-là, il la lit et il sait que c'est WhatsApp. Comment est-ce qu'il fait? Alors sur le menu du téléphone, c'est plus simple. Mais quand vous avez votre produit, quand vous avez votre site web, quand vous avez votre application mobile, comment ça se passe? Donc là, je vous ai mis des petits screens qui sont encore une fois de l'univers de Flutter, mais c'est pas super important. Ce qui se passe, c'est que du coup ici on a cette application là sur la gauche qui est en fait la même application que sur la droite. La différence, c'est juste qu'en fait j'ai activé quelque chose pour en fait qu'on voie du coup toutes les sémantiques. Qu'est-ce que c'est les sémantiques? Ça va être en fait les liens, enfin les textes qui vont être lus par le lecteur d'écran. Donc là on va typiquement voir qu'à un moment on dit no POE available for this place, et là on va dire no POE available for this place. Mais
il y a des choses qui sont pas bien. Parce que là, on voit qu'il y a des carrés qui sont vides, il y a des carrés qui veulent rien dire, il y a des carrés qui sont juste écrits bouton. Et ça, en fait, ça c'est nul parce que du coup, une personne qui est aveugle, en fait, elle va aller sur votre application, elle va voir qu'il y a écrit bouton et en fait, elle va pas continuer parce qu'en fait, elle sait même pas ce que c'est le bouton. Elle a aucun contexte sur comment est-ce que c'est, etc. Comment on fait ça? Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas un talk sur Flutter, mais globalement, ça c'était la commande pour afficher, de passer de ça à ça. Ensuite, on a la classe semantics qui est elle en Flutter. Je vais passer là-dessus parce que du coup, c'est pas super intéressant. Mais la seule chose que vous devez savoir, c'est que ça correspond à peu près toujours à la même façon. Donc, que ce soit du web, que ce soit du mobile, que ce soit du desktop, suivant la technologie, ça reste quasiment identique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous avez un bouton, vous avez quelque chose, vous avez un élément HTML ou autre. Et en fait, ce que vous allez faire derrière, c'est que vous allez rajouter des classes ou des aria classes ou des choses comme ça. Je sais pas si ça vous parle, ces choses-là. Et en fait, tout ça, c'est fait en fait justement pour donner des contextes au lecteur d'écran. Donc là, dans mon bouton, encore un exemple, c'est un exemple Flutter, mais là j'ai un bouton qui prend une icône. Donc l'icône, c'est une poubelle. Et du coup, en tant que personne apte, moi je pourrais voir que c'est une icône poubelle, donc je me doute que c'est un truc pour supprimer quelque chose. Par contre, si je le mets pas, de semantics, le lecteur d'écran il va dire quoi? Il va dire icône button, fin d'histoire. Et ça s'arrête là. Donc du coup, on n'a aucun contexte sur qu'est-ce que ça fait. Par contre, si on rajoute le fait que ce soit un bouton qu'il est activé et qu'on lui rajoute un label du type supprimer et machin, maintenant quand on va passer avec le lecteur d'écran sur ce bouton-là, on va lui dire par exemple supprimer John Doe button. Et du coup, on sait tout de suite que c'est un bouton qui permet de supprimer un utilisateur. On peut mettre des variables, on peut faire de l'internationalisation, on peut faire plein de choses. Mais voilà, je n'ai pas passé longtemps dessus. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si vous améliorez vos sémantiques, peu importe dans quelle technologie vous faites, vous allez passer de gauche à milieu à droite. Qu'est-ce que c'est? À gauche, c'est l'application telle qu'elle est, juste pour les personnes qui sont aptes visuellement. Au milieu, vous avez la version non optimisé pour les sémantiques, donc il y a encore des carrés qui servent à rien, il y a des boutons qui n'ont pas de label, et ensuite vous passez à droite, là où tout est bien, les sémantiques sont bien appliquées, et du coup on sait exactement quel bouton fait quoi, et c'est beaucoup plus simple pour une personne qui est aveugle. Ça on s'en fiche, je suis désolé, ça n'a rien à voir, du coup c'est vraiment fait pour du Flutter. On parle ensuite de ce qu'on appelle, si on repart sur nos handicaps sensoriels visuels, on va avoir ce qu'on appelle les rappels sensoriels. Je suis très très en retard sur ma présentation. Qu'est-ce qu'on dit? En gros, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a plusieurs façons d'afficher ça. Si vous êtes par exemple daltonien, ici, en fait, vous n'aurez aucune chance de savoir que votre mot de passe il est faux parce que vous n'avez pas affiché de deux façons différentes. Si vous ne voyez pas le rouge, vous ne voyez pas que votre mot de passe est faux, du coup vous pensez que le site ne marche pas, et du coup vous quittez le site. Alors que si vous l'affichez toujours une erreur de deux façons différentes, alors du coup il y aura toujours un moyen pour que l'utilisateur puisse voir qu'il y a une erreur. Ok, j'essaie d'aller vite. Du coup, sur les handicaps sensoriels, on a les non-entendants, malentendants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On peut ajouter forcément des sous-titres sur les médias. C'est pas super compliqué. Les rappels sensoriels, toujours rajouter des trucs haptiques. En tout cas, pour ceux qui sont sur téléphone, etc., c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui sont en handicap cognitif? Pour les gens qui ont de la dyslexie, c'est assez mitigé, mais il y a des solutions. Les solutions, typiquement, ça va être d'utiliser des choses qui s'appellent comme Open Dyslexic et Arabic Dyslexia, donc qui sont des polices d'écriture. Je pense que sur n'importe quel produit, que ce soit un site web, que ce soit une application mobile, vous pouvez rajouter ça dans les settings, c'est super rapide, ça prend 5 minutes et vous changez toutes les polices par l'une de ces deux-là. C'est super pratique. Il y a des gens qui disent que ça, des gens qui sont dyslexiques qui disent que ça les aide, d'autres qui disent que ça les aide pas. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend 5 minutes à mettre en place et je pense que c'est bien. Pour le bien de cette présentation, on va traiter l'hyperactivité et le trouble de déficit d'attention en même temps, parce que c'est plus simple et au final, en tout cas, on n'a pas le temps. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir des interfaces épurées, on évite le Amazon de 2005 du coup, et on va éviter les longs chargements autant que possible. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on essaie tous de faire, plus ou moins. Mais comme je dis, il y a aussi beaucoup de bon sens dans cette présentation-là. Pour les handicaps de mobilité, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est un peu plus, c'est pareil, c'est aussi simple là-dessus, et après on aura un deuxième point qui est un peu plus compliqué. Donc on a les boutons et UX faciles d'accès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que on a ici, c'est facile d'accès parce que votre pouce sur un téléphone mobile, typiquement,
il va être ici, et tout va bien. Par contre, si vous devez aller chercher sur la droite le bouton qui est en haut, vous pouvez faire ça, vous avez des grands risques de faire tomber votre téléphone, de le casser dans un premier temps, et puis de deux, c'est juste pas simple. Donc on évite de mettre des boutons à des endroits qui ne sont pas possibles. C'est pour ça d'ailleurs que iOS a arrêté de mettre des boutons en haut à gauche, retour comme il le faisait sur iOS 6, etc. Et voilà. Je suis désolé, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Handicap de mobilité, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire des cartographies adaptées. Donc ça, je vous en parlerai plus parce que c'est exactement ce qu'on fait. Typiquement, ça va être, si vous utilisez Google Maps, mettez des petits arguments qui vont avec pour leur dire de ne pas passer par des escaliers, de ne pas passer par des zones qui en fait ne sont pas possibles en chaise roulante et ce genre de choses-là. Petit bonus, on va parler d'accessibilité territoriale. Là, je vais vous faire participer. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est? Facebook. Ok, on a Facebook, trop bien. Qui sait ce que c'est que ça? Facebook Lite, exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Facebook Lite? Ouais, quelques-uns. Trop bien, vous allez tous apprendre quelque chose du coup. Qu'est-ce que c'est Facebook Lite? Du coup, c'est une version optimisée de Facebook pour les anciens téléphones, entre parenthèses. Donc là, on a à gauche Facebook tout court, donc il fait 75 MB, il demande Android 11 minimum. Et encore une fois, je vous dis, ces slides, elles ont un petit moment. Et on a Facebook Lite de l'autre côté qui est uniquement 2 mégas. Donc 2 mégas, c'est vraiment peu pour une application. Il demande Android 8, et ce qu'il fait, c'est qu'il a moins d'animation, moins de requêtes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça simplement parce qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, on est en France, on est super privilégié, on a des plans chez SFR, Bouygues, etc., data illimitée, 150 gigas, machin, ce que vous voulez. Il y a encore plein de pays dans le monde où 50 mégas de data, c'est énorme. Donc on évite de leur faire prendre 1 mois et demi de data pour télécharger votre application. Mais normalement, encore une fois, ça c'est quelque chose que vous êtes censé faire et je compte pour vous que vous le fassiez. Pour aller plus loin, il y a toutes ces choses-là que je pourrais vous partager sur mes slides. Donc on a le ETSI EN 301 549. Ça, cette chose-là immonde, c'est le EAA, donc le European Accessibility Act. On a tout un tas de documentation sur Flutter principalement, mais ensuite on a également plein de choses sur différentes technos que je vous ai mis, donc que ce soit sur du web, que ce soit sur Android, que ce soit sur différentes choses. On a la même chose avec des codes lab, etc. Je pourrais vous partager tous ces liens-là juste après. Et du coup, je vous laisse. Vous avez enfin réussi à subir mes slides très rapidement, et je pense que je suis à peu près dans les temps. Je pense que je ne sais pas si on aura le temps pour les questions, je pense pas, parce que c'est déjà trop tard, je ne sais pas. En tout cas, je vous encourage à me laisser un feedback pour savoir si c'était clair, pas clair, pour que moi je puisse retravailler mes slides dans tous les cas si je les refais. Et je vous laisse du coup avec ça, à moins que vous ayez des questions et qu'on ait le temps pour des questions. Je ne sais pas si le prochain speaker est là. Ok. Alors déjà, est-ce qu'il y a le prochain speaker est là? Non? S'il n'est pas là, on prend les questions. C'est une super bonne question. Je la répète juste parce que je ne sais même pas si on est streamé ou quoi que ce soit. La question c'est est-ce qu'on doit mettre des modes accessibles ou non sur les sites web? Est-ce que c'est privilégiable de mettre des modes accessibles et d'avoir un contenu pour les personnes aptes et un contenu pour les personnes en situation de handicap? D'après moi, je dirais que non, il faut absolument pas avoir ça, parce qu'à ce moment, du coup, c'est un peu une ségrégation. Tu dis en gros, les personnes qui sont handicapées, vous avez votre site, votre truc, etc. Et il y a même des applications qui sont faites dans ce genre-là. Vous avez une application, typiquement, vous avez l'application SNCF Connect, et vous avez une application SNCF Connect pour les personnes handicapées. Moi, je trouve ça mental, mais du coup, ça dépend. Du coup, voilà. Je pense qu'on n'aura pas forcément le temps pour d'autres questions. Si vous avez des questions, je suis vraiment là. Merci encore d'être tous venus.